Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Sika Infomag. Mesdames et messieurs, samedi dernier, une dizaine de milliers de militants du parti au pouvoir au Burundi a défilé à Bujumbura, la capitale, pour démontrer l'unité et le soutien du parti au pouvoir face à la volonté affichée de son président, le président Pierre Nkurunziza, de briguer un troisième mandat. Pendant ce temps, l'opposition et la société civile dénoncent cette nouvelle candidature du chef de l'État, un chef d'État sortant bien évidemment, qu'elle qualifie d'anticonstitutionnel et contraire aux accords d'Arusha. Au sein du parti au pouvoir, quelques 140 hauts cadres ont récemment signé une pétition appelant le président à ne pas se représenter. Une trentaine d'entre eux ont été exclus et plusieurs autres démis de leurs fonctions. La tentative de destitution du président de l'Assemblée nationale burundaise, également signataire de cette pétition contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, a échoué à l'Assemblée nationale, bien que le parti au pouvoir ait la majorité. Toutes ces agitations politiques ont lieu à la veille des élections présidentielles prévues pour le mois de juin dans ce pays encore fragile qui vient de sortir d'une longue période de guerre civile. Burundi, un troisième mandat ou le forcing du président Pierre Nkurunziza, c'est le principal sujet à débattre ce jour dans votre nouveau numéro de Sika Infomag. Mais avant de partir, madame, monsieur, nous allons tout à l'heure, si tout va bien, retrouver le flash de l'information. Avant de retrouver donc le flash de l'information, nous allons lancer la première partie de votre débat. Le débat, comme je le disais tantôt, un troisième mandat ou le forcing de Pierre Nkurunziza. C'est le sujet à débattre sur ce plateau aujourd'hui. Et je reçois pour vous deux invités. Il s'agit d'abord de Dankla Mabalo. Il est journaliste, directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Dankla Mabalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. J'ai également sur ce plateau Joël Yetonji. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour et bonjour au plateau. Alors, donc, je le disais avant de revenir tout à l'heure au flash, nous allons démarrer ce débat. La première question, c'est à vous, donc la Mabalo. Alors, on a un Pierre Nkurunziza qui veut un troisième mandat au Burundi. Qu'est-ce que cela vous inspire? Vous savez, j'ai toujours un problème avec les chefs d'État qui ne respectent pas les mandats constitutionnels. Et c'est toujours en Afrique que vous voyez ce genre de situation déplorable. Je crois que les accords d'Arusha ont été clairs sur le nombre de mandats constitutionnels. 2 mandats, pas plus. Le président Nkurunziza le sait très bien. Alors, même si jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'a pas encore fait une déclaration officielle prouvant qu'il brigue un troisième mandat, tous les actes qui sont posés le démontrent allègrement. C'est pour ça que il y a des réactions au niveau de son parti politique, même son porte-parole qui a été démis de ses fonctions. Je trouve que c'est la preuve que le président Nkurunziza a envie de briguer un troisième mandat. Et moi, je ne peux jamais être d'accord avec ce genre de choses. Parce que pour que lui, il puisse arriver au pouvoir, il a fallu qu'un président, notamment le président Pierre Buyoya, lui ait passé la main. Donc je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui pourquoi. Pierre Buyoya était un président de transition. Lui, il estime aujourd'hui que dans l'esprit de l'accord d'Arusha, il lui faut encore un dernier mandat. Non, mais dans l'esprit des accords d'Arusha, c'est 2 mandats. Ça a été clairement dit. Oui, je ne sais pas si... le premier mandat, c'était un mandat d'essai. Non, c'était juste une période de sortie de crise. Donc il faut lui permettre... mandat d'essai. Moi, je suis surpris de vous entendre parler de mandat d'essai. Un mandat reste un mandat. Je ne fais que relayer les arguments qui sont avancés. Je crois que ce genre d'arguments, ces arguments ne font que reculer le Burundi. Et moi, j'ai peur pour le Burundi. C'est vrai, vous avez constaté beaucoup de mouvements de population. Déjà, c'est la preuve que les jours à venir seront très rudes dans ce pays-là. Et encore une fois, l'Afrique va compter un théâtre de guerre, alors que nous avons déjà beaucoup de terrains sur lesquels la situation est très confuse dans notre continent. Moi, je regrette réellement la situation au Burundi. Joël Yetonji, votre avis, un troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza? Oui, je suis préoccupé. Comme tout bon citoyen du monde, on ne comprend pas ce qui se passe. Pierre Nkurunziza, j'ai suivi de long en large, comme tout le monde, ce calme dont il a fait montre, qui laissait chacun interpréter un peu ses intentions cachées, mais de plus en plus, effectivement, les faits qu'il pose en disent long sur son intention. Et la dernière mobilisation me donne un peu de la sueur froide.
Parce que si on arrive à mobiliser les gens comme il a fait, et pour dire que c'est pour montrer l'unité au sein du parti, et pour dire que voilà, il y en a qui sont pour un troisième mandat, cela veut tout dire. Pierre Nkurunziza, bien que gardant le silence, a toujours sa petite idée derrière la tête. Et dans ça, moi, j'ai le regard encore une fois tourné vers la Cour constitutionnelle. Parce que quand j'observe un peu, il n'y a personne pour l'accompagner dans ce qu'il fait. Il y a l'opposition qui a trop tôt donné de la voix. La société civile qui a décrié. Une bonne partie des médias n'est pas pour. En dehors de ça, au sein de son propre parti, on constate qu'il y a la fronde. Il y a la communauté internationale qui n'est pas avec lui. L'Église catholique qui s'est ouvertement prononcée contre la situation, il lui reste qui? Finalement, quand vous observez, même l'Assemblée nationale... Militants, il y a des militants qui ont défilé le samedi dernier. Parti, les piliers du CNDD-FDD au sein de l'Assemblée sont partis. Il ne lui reste que la Cour constitutionnelle. Et c'est ça le drame. Oui, parce que quand il va vouloir se présenter, va dire qu'il est candidat, en principe libre à lui, parce qu'il fait une autre interprétation des textes de loi. Il dit, ceux-là qui disent que les accords d'Arusha sont clairs et précisent que c'est 2 mandats, il en fait tout autre les dû, dans l'argument que vous venez de citer. Il dit que c'est une période de transition, par conséquent, il lui reste un mandat. Donc c'est ça l'étude à lui. Alors, qui va lui dire non? Il ne s'agit pas de ça. C'est la Cour constitutionnelle, quand il va lever son petit doigt. Et cette Cour, vraiment... Je me demande, j'attends simplement... Est-ce que vous pensez que cette Cour pourra vraiment lui dire non, puisque on sait comment ceux-là ont été désignés? Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Je dis une fois encore, ce que nous appelons Cour constitutionnelle, sous nos cieux, ce n'est vraiment pas la peine. Sous les cieux africains. Oui, ce n'est vraiment pas la peine. Trop politisé, les gens n'aiment pas qu'on le dise. Alors, on nous cite des professeurs de droit, des agrégés qui ont fait leurs preuves, pourvu que l'argent passe par là, les gens tout nous frappent. Oui, mais d'aucuns disent que le pratiquant du droit, c'est celui qui étudie bien le droit pour mieux le contourner. Peut-être que c'est de cela qu'il s'agit avec Pierre Nkurunziza. Il a bien étudié les accords d'Arusha et il interprète. Je souris simplement parce que je dis, ceux-là qui savent bien interpréter les textes, les contourner, et tout ceci à leur profit, il ne faut pas qu'ils aient la mémoire courte. Ce qui se passe aujourd'hui au Burundi présage de ce que la paix, la stabilité, c'est encore possible. Mais aujourd'hui, la seule condition reste le départ de Pierre Nkurunziza. Si s'entête, le pays peut une fois encore s'embraser. Et le président de la Cour constitutionnelle avec. On y reviendra. Alors, donc là, Mabalo, comment est-ce qu'on peut expliquer cet entêtement, un entêtement du président Pierre Nkurunziza, malgré les contestations internes, malgré la prise de position de l'Église catholique, il est insensible pratiquement. Oui, mais c'est l'exemple d'autres chefs d'État africains. Il faut dire qu'en Afrique, ce virus-là de la modification de la Constitution est présent un peu partout. Et certains présidents ont essayé et ont réussi. D'autres, par contre, y ont laissé leur mandat ou le reste de leur mandat. Alors, ce que moi j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est que je ne vois pas une autre issue au Burundi que l'affrontement. Excusez-moi de le dire comme ça, parce que en dehors de la Cour constitutionnelle, il y a eu quand même des Burundais qui sont sortis dans la rue pour soutenir le président Pierre Nkurunziza. Et même si les officiels parlent de 10 000 manifestants, eux, de leur camp, parlent de 50 000 manifestants. Donc, il y a eu au moins 10 000 manifestants dehors. Et où? Dans la capitale, Bujumbura, la capitale acquise à l'opposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le camp de Pierre Nkurunziza, on est même prêt à l'affrontement. Et ils ont été clairs par rapport à ça. Ils ont dit qu'ils vont casser, c'est le mot qu'ils ont utilisé, qu'ils vont casser tous ceux qui seront contre un 3e mandat du président Nkurunziza. Voilà que le président Nkurunziza est en train de s'entêter. Alors moi, je ne vois pas un autre dénouement que la violence. Et le Burundi... Vous savez justement que ces manifestants en Afrique, on sait comment on les mobilise. C'est peut-être à coup de quelques petits milliers de francs. Et à coup de ces petits milliers de francs, on peut leur faire prendre des armes aussi. Oui, mais est-ce que ceux-là ont des convictions de ce qu'ils disent? Vous savez, lorsque vous parlez d'argent, ça veut dire quoi? Si on a pu les mobiliser à coup d'argent, ça veut dire qu'ils n'avaient pas de conviction. Donc, à coup d'argent, on peut leur faire autre chose. D'où la possibilité de leur donner des armes. N'oubliez pas que c'est quand même le parti au pouvoir. Et donc, si on arrive à armer ces militants-là et à leur donner un peu d'argent, ils vont aller à l'affrontement. Surtout que le Burundi n'est pas un pays étranger aux affrontements. Donc, en fait, les gens sont habitués déjà à des situations difficiles. Non, je crains cela pour le Burundi. Et je crois que beaucoup de Burundais l'ont déjà compris. C'est pour ça qu'ils sont en train de quitter le pays. Non, moi je pense que le président Nkurunziza n'a pas intérêt
à se maintenir au pouvoir. Vous avez fait, même si vous parlez d'un demi-mandat, c'est vous qui le dites ainsi, mais il s'agit quand même d'un mandat présidentiel. Et les accords d'Arusha ont été clairs. Pas plus de 2 mandats présidentiels. Donc je crois que après tout ce temps fait au pouvoir, mais qu'est-ce qu'il y a encore à faire pour le président Nkurunziza? Il estime qu'il n'a pas fini, de développer le Burundi. L'État, c'est une continuité. Le service public, c'est une continuité. L'administration, c'est une continuité. Et ce qui est sûr, même si on vous donne 50 ans au pouvoir, vous ne finirez jamais de faire ce que vous avez à faire. Il faut laisser les autres prendre leur part du pouvoir. Et ça, ça doit être très vite compris. Maintenant, si au sein du parti même de Pierre Nkurunziza, il y a des divisions, c'est la preuve que ça ne marche pas. Et pas n'importe quelle division. Même le président de l'Assemblée nationale, le porte-parole de la présidence, ou je dirais le porte-parole de Pierre Nkurunziza, qu'on a dû démettre de ses fonctions, n'est pas d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un sommet très élevé du pouvoir burundais, on n'est pas d'accord. Peut-être qu'il n'a pas supporté la bonne parole. Alors, Joël Yton dit, est-ce que vous pensez que Pierre Nkurunziza a des puissances extérieures derrière lui? Il a des soutiens venant de l'extérieur? Vous ne pensez pas? Son entêtement, il doit quand même avoir. Il a, en dehors de la Cour constitutionnelle dont je parle, parce que les gens le disent ouvertement, hein, c'est à la Cour de casser cette décision, de dire que c'est anticonstitutionnel ou pas. Donc, en dehors de ça, il a forcément d'appui. Et vous savez comment ça se passe. Les gens sont tapis dans l'ombre. Il y a ceux qui ont le courage aujourd'hui de donner de la voix, mais il y a ceux qui sont dans l'ombre, qui ont leur intérêt rien que pour ça. Ils s'en foutent. Vous voyez qui, par exemple? Vous voyez quelle puissance, par exemple? Non, écoutez, c'est trop délicat, vous savez. Il y en a qui parlent des puissances de l'Église. En fait, ce n'est pas l'Église catholique, mais l'Église évangélique. Puisque le président Nkurunziza est un évangélique. C'est-à-dire que vous m'amenez à confirmer. Non, vous savez, aujourd'hui, en dehors du Burundi, observez, la plupart des États que nous avons sont de plus en plus portés par soit des courants religieux ou par des sectes. C'est un peu de cela qu'il est question, quoi, et auxquels ils sont fidèles, ils ne respirent que par ça. Et quand il s'agit de ceux-là qui, dans une vision, ont appris que Dieu vous a choisi pour conduire le troupeau, et Dieu a confirmé que vous allez vous en sortir. Vous voyez, on en est malade. On n'entend pas autre chose. Ils sont devenus des bergers, les meilleurs bergers. Vous m'avez obligé à ouvrir cette page-là. Hier, on lui aurait dit qu'il serait président. Il l'a fait. On a dit les gens vont tempêter, vont se calmer. Les gens se sont calmés. On lui aurait aussi dit que dans la capitale, comme le soulignait donc là, qu'il va pouvoir rassembler du monde, parce que c'était effectivement acquis à l'opposition. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé à la sortie de Bob Rugouira, le journaliste. Mais ce monde qu'il a pu drainer le week-end, c'était pas évident. Alors, Pierre Nkurunziza, dans son coin, voyant tout ceci, va dire, mais c'est effectivement du pain béni. Donc, on peut toujours essayer une fois. Le miracle est possible. Le miracle c'est ça aussi le risque. Et ces religieux, ce qu'ils font, ça fait pas sérieux du tout. Quand ça va péter, on lui dira après que, bon, il y a certainement un de ces interdits que tu n'as pas respecté. C'est pourquoi c'est arrivé. Autant reculer tout de suite. Donc là, les puissances religieuses derrière. D'abord, je n'espère rien de la Cour constitutionnelle du Burundi, parce qu'il y a quelques jours sur ce même plateau, j'espérais beaucoup du Conseil constitutionnel du Burkina Faso par rapport au nouveau code électoral. Ben, vous avez vu que le code a dû passer et même le président a promulgué ce code-là. Donc tout ce qui est constitutionnel en Afrique est anticonstitutionnel. Non, il faut être honnête, est anticonstitutionnel. Les gens non, pas anticonstitutionnel, mais c'est de la figuration. Non, anticonstitutionnel, parce que ce sont les intérêts personnels qui sont défendus. Et je ne souhaiterais pas voir derrière l'entêtement du président Nkurunziza une puissance extérieure, parce que le malheur de l'Afrique, c'est aussi de toujours voir d'autres personnes derrière les actes posés par nos responsables. Ce ne sont plus les puissances étrangères, mais ce sont les puissances religieuses. Oui, les puissances religieuses. On sait qu'il est très porté vers la chose religieuse, surtout évangélique. D'accord, mais l'Église catholique, là-bas, a bien refusé le 3e mandat. Donc c'est une... Est-ce que... Non, il est évangélique. Oui, il ne connaît pas... Mais le vrai Dieu, c'est... Oui, mais l'Église catholique, c'est quand même une puissance. Il faut le reconnaître que ça, c'est dans tout le monde entier. Mais lui, il est beaucoup plus soutenu par les évangélistes. Je ne suis pas sûr que vous ayez une sortie officielle de l'Église
évangéliques pour soutenir le président. Oui, mais c'est pour ça qui sont dans les couloirs des palais présidentiels en Afrique, dans beaucoup de palais présidentiels. Il y a des couloirs partout. Oui. Il y a des couloirs partout. C'est pour ça que moi, je ne peux pas d'ici dire que l'Église évangélique est en train de soutenir le président Nkurunziza. Je ne peux pas le dire. Ce qui est sûr, même s'il y a des soutiens, ces soutiens-là ne peuvent pas être visibles à cause du caractère de la volonté du président Pierre Nkurunziza. C'est le peuple qui est manipulé. Et le peuple sera manipulé. Mais les peuples africains, il est temps de dire un mot aux peuples africains. Parce que finalement, les peuples n'ont que les dirigeants qu'ils méritent, on le dit souvent. Et chaque jour qui passe, moi, je m'en rends compte de plus en plus. Parce que lorsque vous ne voulez pas d'une situation, lorsque vous ne voulez pas d'un président, même si on vous donne de l'argent, mais écoutez, manifestez votre volonté, vous avez une volonté. Pourquoi est-ce qu'on va avoir plus de 10 000 personnes dans les rues, dans la capitale, acquises à l'opposition, pour défendre un projet pareil du président Pierre Nkurunziza? Ça pose un problème. Nous allons y revenir, chers invités. Madame, monsieur, ce sera tout pour le premier quart de votre magazine Sika Info Mag. Merci de nous avoir suivis. Sika Info Mag se poursuit. Nous entamons à présent le deuxième quart consacré à l'actualité économique dans le monde entier et en Afrique. Le journal de l'économie est une présentation signée Inès Awansou. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie. Tout de suite, le sommaire. Le secteur touristique tunisien berne au premier trimestre 2015. C'est ce qui ressort des statistiques que viennent de publier les autorités du pays. Les Zimbabwéens réclament plus d'emplois dans leur pays. Ils étaient dans les rues samedi pour exprimer leurs revendications. Enfin, nous nous intéresserons au blanchiment d'argent et son impact sur le secteur privé. En Tunisie, le secteur touristique peine donc encore à décoller. Les chiffres du premier trimestre 2015 rendus publics par les autorités du pays montrent un certain désintérêt des touristes à se rendre dans ce pays. Reportage. Au premier trimestre 2015, les recettes du secteur touristique tunisien ont baissé de 6,8% par rapport à la même période en 2014, tandis que les nuitées ont chuté de 10,7% et les arrivées aux frontières de 14,2%. Des chiffres qui illustrent la crise qui secoue le tourisme tunisien depuis la révolution de décembre 2010-janvier 2011. Pour corriger le tir et tenter de sauver la saison estivale qui s'annonce difficile, surtout après l'attaque du Bardo, les autorités tunisiennes entendent multiplier les mesures pour sécuriser le parc hôtelier, les aéroports, les sites et circuits touristiques. Le pays a par ailleurs lancé une campagne de publicité internationale avec la participation de personnalités pour booster le secteur. Une campagne intitulée « Tunisie, moi j'y vais ». Au Zimbabwe, le principal syndicat a manifesté samedi dernier devant les bureaux du gouvernement. Ce syndicat demande notamment au président Robert Mugabe de relancer l'économie du pays d'une part et de tenir sa promesse électorale de créer 2 millions d'emplois d'autre part. Ils sont en quête d'emploi et le clament à coups de chant dans les rues. Ils étaient quelques centaines à manifester samedi à Harare et dans 5 autres villes du Zimbabwe pour exiger du gouvernement de Robert Mugabe la tenue de ses promesses électorales en matière de création d'emplois. Le gouvernement avait promis qu'une fois au pouvoir, il créerait plus de 2 millions d'emplois en 5 ans. Mais nous y sommes presque. Mais nous n'avons pas vu la moindre création d'emplois. Juste des gens qui ont perdu leur travail. Face à cette situation, ces manifestants demandent aux autorités zimbabwéennes de repenser leur politique en matière d'emploi. Nous demandons que le gouvernement repense l'introduction de la flexibilité sur le marché de l'emploi, l'amendement arbitraire sur les lois du travail, et nous disons non au gel des salaires. Précisons qu'au Zimbabwe, le salaire moyen mensuel tourne autour de 246 $, alors que le seuil de pauvreté est fixé à 500 $. Le blanchiment d'argent
peut constituer un frein au développement du secteur privé, pourtant considéré comme étant un énorme contributeur au développement en Afrique. Mais qu'est-ce que c'est que le blanchiment d'argent et son impact sur le secteur privé? Je vous propose d'en savoir plus à travers une intervention de la responsable principale des programmes du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, en abrégé GIABA. Blanchiment d'argent, c'est le fait de cacher l'origine criminelle des gains qu'on a. C'est-à-dire quelqu'un qui va commettre un crime et qui gagne énormément d'argent, mais il essaye de cacher l'origine criminelle de cet argent et donner une apparence légitime au fond. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un vient ici avec des sommes importantes issues de trafic de drogue, par exemple, et il a énormément d'argent, s'il vient, il peut acheter des usines pour pouvoir blanchir son argent. C'est-à-dire il injecte les fonds illicites dans le système financier pour légitimer les fonds qu'il a. Mais une fois qu'il a retrouvé l'argent légalement, de l'autre côté, il peut partir fermer les usines. Et si par exemple vous n'avez pas d'usine de sucre, par exemple, ça c'est un exemple, il achète ou bien il installe une usine et une fois que lui, il a fait l'argent dont il a besoin, c'est-à-dire il a légitimé son argent, il ferme et il s'en va. Alors finalement, si celui qui est légitime, il ferme son usine, ce qui va se passer, l'autre, une fois qu'il a gagné ce qu'il veut gagner, c'est-à-dire il a légitimé ses fonds, eh bien, il va partir, il va fermer l'usine. Et finalement, vous n'aurez pas d'usine de sucre. Et l'argent quitte le pays, parce qu'il n'est pas venu pour s'installer ici. Nous ne sommes pas une organisation policière. On est là pour aider les pays à mettre en place des dispositifs législatifs, institutionnels et opérationnels en tout cas, pour pouvoir mener la lutte. Et justement, parlant de la lutte contre le blanchiment des capitaux en Afrique de l'Ouest, de quels moyens dispose le GIABA pour la mener efficacement? Quel a été le chemin parcouru depuis l'existence de cette organisation sous-régionale et qu'est-ce qui reste à faire pour rendre cette lutte encore plus dynamique? Voici quelques éléments de réponse. Tous les pays, depuis que le GIABA est là, tous les pays ont ce qu'on appelle la loi uniforme, surtout pour les pays francophones. Il y a la loi uniforme pour les 8 pays et pour les autres pays comme le Ghana, le Nigeria, Libéria, Sierra Leone et la Gambie et le Cap-Vert aussi. Bon, il y a des lois anti-blanchiment dans ces pays-là. Bon, il y a des faiblesses, mais on est en train d'aider les pays à renforcer la loi. Il y a les institutions qu'on a mis en place aussi, par exemple les CENTIF, dans tous les pays de la région ont une CENTIF, mais qui opèrent à des niveaux différents, parce qu'il y en a qui sont plus performants que d'autres, il y en a qui ont été établis dès le départ des activités du GIABA, et il y a d'autres qui viennent de s'installer, et donc leurs niveaux ne sont pas égaux. Il y a des pays, regardez la Côte d'Ivoire, qui commence à vraiment se moderniser, qui va prendre incessamment sous peu une loi qui est déjà rédigée de protection des témoins et des victimes. Il faut penser que beaucoup de personnes dans ce système, qu'elles soient victimes ou qu'ils soient des acteurs, peuvent être des contributeurs à cette lutte, comme les professionnels, comme la société civile, et il faut les protéger également. Cet arsenal juridique, il doit se moderniser. En Côte d'Ivoire, il y a eu la révision des 4 codes usuels, code pénal, code procédure pénale, code civil, code procédure civile. Donc on voit qu'il y a quand même cette volonté politique, il faut que ça aille plus loin et il faut s'inspirer surtout dans la CEDEAO. Je pense que la CEDEAO pourrait être une force, comme va l'être le G5 du Sahel, pour véritablement se dire bon, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que je peux adopter. Regardez des trames informatiques, un système informatique de base de données simple, mais qui soit commun aux différents États de la CEDEAO. C'est ensemble qu'on peut vraiment y arriver. C'est pas parce que l'infraction ou les acteurs sont à un moment donné ivoiriens, béninois, togolais, nigérians et ne sont pas sur le territoire que je ne suis pas moi aussi responsable comme acteur et pouvant arriver à faire prospérer mes investigations. Recevons maintenant notre confrère Kazmi Pédia du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou, Bénin. C'est juste après ceci.
Cuidor, bonjour. Journaliste au quotidien L'Économiste, comme je viens de le dire, et la une aujourd'hui affiche iDéchets, le Bénin assainit ses entrepôts électriques et électroniques. Qu'est-ce que vous entendez par iDéchets? iDéchets, c'est la production des déchets électroniques, c'est ni plus ni moins. Et les entrepôts, les magasins d'appareils usés que nous avons ça et là dans la ville de Cotonou, dans les villes au niveau du Bénin et aussi dans les centres ruraux. Donc voilà, iDéchets, ce n'est ni plus ni moins ces appareils que nous n'utilisons plus, mais que nous ne sortons pas, nous gardons ça par devant nous et qui nous cause beaucoup de dommages dans nos maisons, dans nos magasins. Qui nous encombrent aussi énormément. Alors comment sont gérés justement ces déchets au Bénin? Il faut dire que si le Bénin a opté depuis des années pour les technologies de l'information et de la communication, à savoir l'évasion de ces appareils neufs, l'évasion de ces appareils aussi usés qui nous viennent directement de l'Europe, nous n'avons aucune politique au Bénin pour pouvoir assainir le cadre de nos entrepôts, pour assainir ces appareils qui ont fini, vaille que vaille, leur fonctionnement dans nos maisons. Alors, c'est difficile aujourd'hui de dire au Bénin que le gouvernement a une politique de recyclage ou de destruction de ces appareils-là. Tout de même, il convient de dire qu'il y a de ces entrepôts, de ces centres-là, qui reçoivent ces appareils et c'est les enfants, vous voyez, c'est des enfants, c'est des jeunes qui sont sur ces dépôts-là et qui extraient certaines matières comme le zinc, l'uranium, les métaux précieux pour pouvoir les remettre sur le marché. Donc forcément, il y a quand même un dépôt sauvage de l'informel qui essaie de recycler ces appareils-là au-delà de ce que le gouvernement ne fait pas, au-delà de ce que ces opérateurs économiques, ces maisons ou ces opérateurs GSM ne font pas. Il y a quand même la population qui se charge forcément de ces genres de recyclage-là. Vous parlez d'opérateurs, il y a par exemple MTN, Canal+, et Ericsson qui sont en partenariat justement avec l'État béninois dans ce secteur-là. Qu'est-ce que le Bénin tire exactement de ce partenariat? Il faut dire que depuis 2014, les trois opérateurs dont vous venez de citer, à savoir MTN, Ericsson et puis Canal 7, ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir recycler conformément aux dispositions des Nations Unies qui voudraient que désormais on puisse assainir nos cadres de vie parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certaines matières, certaines substances que ces appareils-là contiennent qui sont nuisibles pour l'environnement et aussi pour l'homme. Donc désormais, ces trois opérateurs se sont mis ensemble pour recycler. Et on a vu la semaine dernière, les trois partenaires ont fait débarquer à Cotonou des conteneurs de 20 pieds pour pouvoir recycler tout ce que les populations ont comme décodeurs, anciens décodeurs qui jonchent les magasins, qui jonchent les salons, qui ne servent plus à rien. Et donc, ils ont recyclé et direction Durban, en Afrique du Sud, pour pouvoir les recycler et récupérer les matières qui quand même sont encore fonctionnelles et pouvoir les remettre sur le marché afin de quand même faire quelques retouches, quelques aménagements au niveau de la production de leurs matériaux. Et à votre avis, Kazmi Pedjo, quelle stratégie doit-on mettre sur pied pour la collecte, le recyclage, la destruction de ces déchets? Il faut dire que le système des Nations Unies a imposé à tous les États membres désormais qu'il soit défini une politique juridique afin de pouvoir permettre le recyclage et surtout l'usage des appareils qui répondent aux normes. Alors aujourd'hui, l'Afrique ou le Bénin de façon particulière est identifié comme le pays des grands dépôts des appareils venant directement de l'Europe, des pays de l'Europe, de l'Asie ou de l'Amérique. Désormais, il va falloir que les gouvernants puissent réfléchir sur le mécanisme à mettre sur pied afin que les marques de fabrique telles que Ericsson, telles que Philips, telles que Microsoft qui produisent de ces appareils-là puissent installer des sociétés, des unités de recyclage afin que les appareils qui sont hors normes, qui sont hors d'usage puissent être récupérés afin que ces appareils soient dégagés de l'espace pour ne pas polluer et pour ne pas contaminer la population parce qu'il faut le dire, il y a des matières par exemple comme le mercure
que ces appareils-là contiennent et forcément c'est nuisible pour la santé et aussi pour l'environnement. Merci beaucoup Kazmi Kwedjo pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien L'économiste qui paraît à Cotonou au Bénin. Chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez-moi demain pour une autre édition de ce programme. Au revoir. Sika Infomag se poursuit à présent. La troisième partie de votre magazine. Notre débat du jour porte sur le Burundi et les ambitions de son président, le président Pierre Nkurunziza, de briguer un troisième mandat que l'opposition et la société civile jugent anticonstitutionnel et contraire à l'accord d'Arusha. La suite du débat, ce sera juste après le flash d'information que je vous propose. Les Soudanais ont commencé à voter ce lundi jusqu'au mercredi pour élire leur prochain président. Omar El-Béchir, au pouvoir depuis 25 ans et qui affronte 15 concurrents, est assuré d'être reconduit puisque la majeure partie de l'opposition a décidé de boycotter ce scrutin déjà critiqué par la communauté internationale. Au Nigeria, le parti du président sortant Goodluck Jonathan a repris le contrôle de l'État de Rivers lors des élections régionales de ce samedi. L'État de Rivers abrite l'essentiel de l'industrie pétrolière et gazière du Nigeria, premier producteur du brut en Afrique. Enfin au Gabon, des heurts ont éclaté ce dimanche à Libreville après l'annonce du décès de l'opposant André Mba Obamé des suites d'une longue maladie à l'âge de 57 ans. Après avoir mis le feu à l'ambassade du Bénin au Gabon, les manifestants ont accusé le pouvoir d'avoir jeté des sorts à l'opposant. Sur Sika Infomag, mais avant, voici le générique qui annonce les discussions. Pour poursuivre le débat sur le Burundi, j'ai toujours sur ce plateau mes deux invités. Il s'agit de Donkla Mabalo, journaliste directeur de Soleil FM au Bénin, et Joël Yetonji, journaliste à la rédaction de Sika TV. Ma première question à Joël Yetonji. Joël Yetonji, est-ce que vous pouvez m'expliquer, comment est-ce qu'on peut expliquer du moins l'entêtement des dirigeants africains à vouloir modifier leur constitution et à rester au pouvoir au-delà de leur mandat constitutionnel? Oui, cela s'explique simplement par l'histoire du continent, où on a vu plusieurs dirigeants, en dépit de ce que prévoient les tests, qui ont pu et su se maintenir envers et contre tous. Il y a eu des agitations, il y a eu des pertes en vies humaines, il y a eu des menaces de la communauté internationale. Ils ont pu tirer leur épingle du jeu en déplaise à tout le monde. Et après, ce sont eux qu'on a vu encore servir d'intermédiaires, servir de négociateurs dans des conflits d'autres pays où la situation qu'ils ont fait vivre à leur pays se pose. Et tout ceci réuni a fait croire qu'on peut toujours continuer. Mais on est en train de finir avec cette période lentement mais sûrement, le continent est en train de tourner la page. Vous pensez réellement parce que depuis quelques mois, on a l'impression que ce sont des velléités qui ont repris de l'ampleur. Tout à fait. Du Sénégal, en passant par le Burkina, la RDC, tous ces pays aujourd'hui. Il y a cet entêtement lorsqu'on se dit qu'on a toujours quelques appuis. On a avec soi quelques alliés. Quand c'est comme ça, on se dit qui ne risque rien n'a rien. C'est la lecture que j'en fais. Est-ce qu'on peut parler d'alliés quand les tests constitutionnels vous l'interdisent? Non, c'est ce que je dis. Hier, ça s'est fait et ça a marché. Mais hier, il n'y avait pas vraiment des régimes démocratiques. Prenez un exemple qui illustre très bien ce dont je parle. Beaucoup de pays africains se sont engagés sur la voie de la démocratie. 90, pour eux, c'est très récent. Pour ceux-là qui tiennent à se maintenir au pouvoir, c'est très récent. Il y a quelqu'un que tout le monde a voulu entendre au moment fort de cette crise. Il s'agit de Pierre Buyoya. Et on ne l'a pas entendu. Ce week-end, il a donné de la voix. Oui. Mais quand il a donné de la voix, pour dire ce qu'il a dit là, qu'il n'y a qu'une seule voix, une seule issue pour son homo, Nkurunziza, c'est de laisser tomber carrément et d'oublier son rêve d'un troisième mandat. On a entendu le ministre de l'Intérieur, lors de la manifestation, parler qu'on ne comprend pas que ce soit des poutistes qui en soit à donner l'exemple. Alors, pour moi, c'est vrai, on peut tout dire de Pierre Buyoya. On l'a vu, quand il a pris le pouvoir par les armes, lui, un Tutsi, chaque fois, il l'a donné de son propre gré, et il l'a donné à qui?
à un ou tout. Vous voyez, c'est des choses qui en disent long. Oui, mais, pourquoi lui, il a pu le faire et aujourd'hui, c'est ce que je dis, son successeur est incapable de comprendre. C'est un éclaireur. Le successeur ne comprend pas. C'est ça, je dis, il y a il ne toujours comprend pas, il a pu diriger le pays pendant 10 ans. C'est si difficile à comprendre qu'il ne faut pas modifier la Constitution. C'est difficile à comprendre lorsqu'il y a des choses qui, pour nous, paraissent un peu banales, mais pour eux, ne le sont pas. Vous avez des gens autour de vous qui sont très inspirés. L'Afrique, on a tout dit, l'Afrique reste encore un terrain où on croit beaucoup en Dieu, on croit au spirituel, on croit en tout. Donc, lorsque vous avez ça... Les présidents n'ont pas des gens intelligents à côté de vous. Lorsqu'il ne s'agit pas d'intelligence, c'est ce que je vous dis. Le spirituel, c'est autre réalité en Afrique. Quand vous avez des gens autour de vous qui, chaque jour, confessent qu'ils rencontrent Dieu, et Dieu leur a dit que vous êtes le Messie, c'est avec vous que le peuple a son salut. Et si vous ne le faites pas, vous serez châtiés dans l'au-delà. Vous comprenez, vous voyez quelques-uns au nom de Dieu, parce qu'ils sont sûrs d'aller rencontrer Dieu en tuant quelqu'un qui ne confesse pas la même chose qu'eux. Ils sont prêts à se sacrifier. C'est la même chose pour ces chefs-là. Ils ont autour d'eux des gens qui jugent chaque matin avoir rencontré Dieu. Et pour peu que parfois, quelques-unes de leurs propos coïncident avec la réalité. Ils se disent, on ne peut que croire en eux. Et autour d'eux, il y en a qui sont prêts à mourir pour eux. Vous imaginez un peu ce que c'est? Qu'il y a des gens qui sont prêts à se sacrifier pour vous, mais ça vous prend la tête. C'est malheureusement ça. Mais il faut revenir à la réalité. Pour eux, c'est difficile. Mais on espère simplement que Pierre Nkurunziza comprendra. Oui. Alors, donc là, Mabalo, vous, comment est-ce qu'on peut expliquer cet entêtement des présidents africains? Ils ne veulent pas laisser le pouvoir alors qu'ils sont à la fin de leur mandat constitutionnel. Et ils font tout, ils font du forcing pour réviser les constitutions. Avant d'en arriver au cas des pays africains, je veux simplement rappeler que Pierre Nkurunziza, moi, d'après la lecture que je fais, j'ai bien l'impression qu'il ira jusqu'au bout de sa logique. Il ira jusqu'au bout de sa logique parce que il a quand même quelques soutiens. Vous avez parlé des religieux. Il faut parler également des têtes pensantes de l'armée. Il a le soutien de l'armée. Et il y a également quelques petits soutiens populaires. Donc, il va aller jusqu'au bout. Surtout que dans les accords d'Arusha, vous l'avez dit, c'est 2 mandats de 5 ans. C'est clair dans les accords d'Arusha. Il dira que, bon, pour son premier mandat, il n'a pas fait les 5 ans. Donc, il veut aller plus loin. Donc, lui, il tient à aller jusqu'au bout. Mais ce qui est certain, c'est quoi? C'est qu'en face, il y aura une certaine résistance. Il y aura des gens qui ne seront pas d'accord avec lui. C'est pour ça que j'ai bien peur qu'on en retombe encore une fois dans cette affaire de Tutsi ou Hutu, dans cette affaire de guerre fratricide au Burundi. Pourquoi l'expérience des autres pays ne leur montre pas le chemin? Chacun a sa chance. On a vu comment est-ce que Blaise Compaoré est sorti par la petite porte. Mais dans le même temps, ils ne peuvent pas s'inspirer de dans le même temps, nous avons vu ce qui s'est passé au Togo. Nous avons vu ce qui s'est passé au Togo et ce qui va peut-être... Le Togo n'est pas dans la même situation. Oui, je au Togo, le camp est déjà ouvert. Oui, et là, l'opposition cherche à fermer le camp. Oui, c'est pas la même chose. Oui, mais au Togo, vous savez très bien que c'est aussi une comédie qu'on a jouée là, parce que le président qui manifeste sa volonté de limiter le mandat et tout le reste, vous savez très bien qu'il connaissait l'issue de ça. Je suis d'accord, mais c'est pas la même situation. Je suis d'accord avec vous, mais vous allez voir, par exemple, chez le président Kabila, lui également, il a des velléités de se maintenir au pouvoir. Non, je pense que... Pourquoi il ne tire pas le son de ce qui s'est passé par rapport aux autres qui ont tenté? Comment ils sont sortis par la petite porte? Vous savez, comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison, ça dépend des réalités sociologiques de chaque pays. Il y a des pays dans lesquels ça peut marcher facilement, comme il y a des pays dans lesquels ça ne marchera pas. J'attends de voir comment le président béninois fera. Si lui également, il essaye de se maintenir au pouvoir pour un 3e mandat, ça ne va pas se passer comme ça s'est passé ailleurs. Donc ça dépend des réalités de chaque pays. Maintenant, il faut que nos hommes d'État, les chefs d'État africains comprennent que le pouvoir, c'est toujours pour un temps. Même si vous vous maintenez au pouvoir, il y a des circonstances naturelles qui peuvent vous amener à quitter le pouvoir. Le pouvoir, c'est un don de Dieu. Et on assume le pouvoir pendant un temps. Le président Mandela l'a compris. Il a assumé pendant un temps. Il a même refusé de renouveler son mandat. Et il est sorti par la grande porte. Aujourd'hui, il est un martyr, un exemple pour le monde entier. Ça dépend de comment chacun a géré. Il y a des présidents qui veulent se maintenir au pouvoir parce qu'ils n'ont pas assuré leurs arrières. Ils ont des difficultés. Après 10 ans de pouvoir, on n'est pas réellement pu assurer son arrière. Mais bien sûr. Les présidents africains, on sait comment ils règnent. Voyez un peu ce qui s'est passé au Sénégal. Est-ce que vous avez l'impression que Ouad a assuré ses arrières? Vous ne pensez pas? Je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, qu'il le veuille ou pas, à travers son fils, il y a beaucoup de problèmes. Et il est obligé, à un moment ou à un autre, de revenir au devant de la scène parce que ses arrières ne sont pas assurées. C'est parce que
le président Macky Sall est peut-être un peu clément que nous avons cette situation au Sénégal, sinon on pourrait avoir bien pire pour le président Wade. Non, les présidents africains, en réalité, c'est le manque d'assurance. C'est parce qu'ils ont goûté au pouvoir. Et je le dis souvent à Joël sur ce plateau, le pouvoir, c'est autre chose. Quand vous goûtez au pouvoir, et vous ne voulez pas vous enlacer. Mais à un moment donné, il faut être réaliste et laisser les choses se passer. Donc, ils ne prennent pas le recul nécessaire pour comprendre qu'il y a une vie après le pouvoir. Et ils ne préparent pas souvent cette vie-là. C'est comme les fonctionnaires. Quand vous ne préparez pas votre retraite, vous êtes surpris par la retraite et vous passez des vies ou un soir très difficile après le travail. C'est la même chose. C'est à déplorer parce qu'il y a beaucoup d'exemples de présidents qui ont réussi et qu'on peut suivre. Alors, au cas où, donc là, au cas où le président Nkurunziza se retrouvera plébiscité par son parti pour être candidat en juin prochain, quelle suite vous voyez pour la situation au Burundi? Non, ça va être fait. Ça va être fait parce que quand vous écoutez les leaders du parti, ils disent clairement que tous ceux qui vont s'opposer au troisième mandat du président Nkurunziza seront cassés. Donc c'est clair dans leur tête. Absolument, sur des affrontements, je crois. Bien sûr, bon, pas une guerre civile, peut-être une guerre civile, mais il y aura des affrontements. Il y aura des affrontements, ça c'est clair. Maintenant, on va essayer de mater les uns les autres, mais je crains très fort des affrontements. Alors, Joël Itondi, vous voyez déjà le spectre d'une nouvelle guerre civile au Burundi? Oui, oui. Et quand vous entendez certaines voix, et ceux-là qui ont quitté Nkurunziza ne sont pas des moindres, que ce soit dans l'armée, que ce soit au niveau de la classe politique. Et aujourd'hui, Buyoya, qu'on dit être l'un de ses alliés de tout le temps, qui aujourd'hui a lancé sa fameuse boutade, aller à un troisième mandat, c'est opter pour un grand saut dans l'inconnu. Voyez-vous ce que ça peut donner? 2 fois, il est arrivé au pouvoir par les armes. Et il a toujours ses stratégies, il a toujours ses hommes derrière lui. Il ne faut pas oublier aussi son ancien mentor qui s'est échappé de la prison. Mais je dis, tout ceci réuni, ça n'augure rien de bon pour le Burundi. Malheureusement, une fois encore, c'est la population qui va en souffrir. Et j'espère simplement que Nkurunziza comprendra. Ce n'est pas à souhaiter, mais je dis, s'il faut aller aux armes et que les gens ont la manière de le faire, au lieu de conduire tout le monde à un bain de sang, pourquoi ne pas chercher à trouver une petite porte de sortie pour Nkurunziza lui seul? Bon, je ne donne pas des idées aux gens, mais je trouve que ce sera le moindre mal si Nkurunziza seul peut comprendre ce qui est. À défaut, si on peut l'enlever avec sa chaise, ce serait mieux. Je dis une fois encore, je n'opte pas pour, mais... Pas avec la chaise, le prochain président va s'asseoir où? On trouvera une nouvelle chaise. Je pense que vous avez trop d'espoir. Moi, je ne veux pas avoir autant d'espoir parce que le président Pierre Nkurunziza, lorsqu'on voit un peu sa façon de fonctionner, ce n'est pas évident qu'il comprenne quoi que ce soit. Ce n'est pas évident du tout qu'il comprenne. Militaire. Et ça, c'est pour ça que j'aime bien votre titre. Est-ce que c'est un forcing? Oui, c'est un forcing. Et il a du soutien, malheureusement, dans le peuple, dans l'armée et tout le reste. C'est des gens de dirigeants qui aiment aller jusqu'au bout. Ils sont téméraires. Et comme il ne dit rien, vous avez vu, il ne dit rien, mais il envoie les gens parler en son nom. Comme certains présidents, vous savez très bien de qui je veux parler, ils jouent toujours le second rôle, ils sont derrière en retrait, donnant l'impression qu'ils n'ont pas envie d'y aller et ils laissent voir. Non, moi je pense que le président Pierre Nkurunziza ira jusqu'au bout de sa logique. Mais face à lui, il y aura des résistances. Peut-être que la communauté internationale va réagir, mais j'espère qu'elle ne réagira pas trop tard. Aussi qu'elle ne réagira pas trop tard pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations déplorables. Nous sommes pratiquement... Joël Itondi, vous voulez ajouter? Je dis que c'est au peuple de prendre en main son destin. Il faut frapper fort pendant qu'il est encore temps. Et ce peuple, je pense, a encore l'occasion d'agir et de bien agir. Tout ce monde réuni, on peut amener Nkurunziza à faire marche arrière. Merci Joël Itondi, merci donc la Mambalo. Madame, monsieur, nous sommes presque à la fin de votre débat de ce jour. Mais avant de partir, voici une bande annonce sur cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de Sika Infomag, un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique en 3 quarts d'heure. Nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Au vrai sens du terme, on ne comprend pas. On ne comprend pas. S'il vous plaît, l'exemple, vous me direz que c'est très loin. Beaucoup de barons du PDCI sont bien ancrés dans le système dirigé aujourd'hui par Alassane Ouattara. Puisque au début, il avait annoncé qu'il ne voulait pas de Didier Drogba. Finalement, il est retourné à Londres demander à Didier Drogba de rallier les éléphants. Et ce sont des choses que vous recommandez aux téléspectateurs. Tout à fait. Sika Infomag, c'est du lundi au vendredi sur Sika TV. Un autre visage de l'actualité en continu sur le continent africain.
C'était Sika Infomag, votre débat quotidien, votre magazine quotidien justement sur l'actualité africaine et dans le monde entier. Merci de nous avoir suivis.